au départ, j'avais proclamé que je ne voulais pas faire une exposition à partir de l'origine géographique des émigrants. Et puis, au fur et à mesure de nos recherches, au fur et à mesure de notre travail, il y a un plan qui s'est imposé. Ce plan s'est imposé de façon chronologique et de façon également origine géographique. Ce qui fait qu'en définitive, on arrive à ce que je ne voulais pas faire, c'est-à-dire on arrive à faire des panneaux qui concernent les différents groupes, vous voyez, selon l'origine géographique. Je ne dis pas ethnique, on emploie ethnique pour race, etc. C'est des mots périmés, donc c'est l'origine géographique de ces personnes. Ces gens qui sont arrivés, en définitive, ils ne sont pas français. Donc, on peut les distinguer en fonction de leur nationalité ou de si les Indiens sont sujets britanniques, bien que les premiers étaient sujets français quand ils arrivaient de Pondichéry ou de Carical. Bien que nous sachions que depuis le travail de Schnakenbourg, que souvent ces premiers Indiens qui arrivaient de Pondichéry ou de Carical, ou il y en a un, mais ça c'est très peu, qui étaient entre guillemets naturalisés français, en réalité souvent arrivaient de la zone britannique et on les naturalisait entre guillemets vite fait pour pouvoir les expédier sur la Réunion qui a commencé l'immigration indienne avant nous ou sur les Antilles, la Martinique qui a commencé également un an avant nous et la Guadeloupe et ensuite la Guyane. Donc ils sont, disons, au départ étrangers, qu'ils soient africains, indiens, madériens, mais à partir du moment où ces étrangers qui sont sur le sol français deviennent français, soit par naturalisation, soit par leurs descendants par droit du sol, puisqu'ils sont nés en France, le cas particulier des Indiens, je vais vous en parler tout à l'heure, ce qui fait qu'on peut en parler en tant que groupe particulier. Mais à partir du moment, en suivant Sidan Barome, à partir du moment où ils deviennent français, à ce moment-là, on ne devrait plus désigner ces gens-là par l'origine africaine, indienne, madérienne, européenne, etc. Mais on devrait dire, puisqu'ils se sont intégrés, on devrait parler de Guadeloupéens, de Français, de citoyens français, point final. Voilà. Donc, en définitive, si l'exposition est axée sur les différents groupes ou les différentes origines, c'est qu'en définitive, on ne pouvait pas les distinguer autrement. Et ça s'est fait chronologiquement. Alors, la chronologie, naturellement, c'est qu'on commence par les Européens. Pourquoi on commence par les Européens? Parce que dès les années 1830, on savait que le système était le système de l'esclavage, le système servile sur lequel était basée l'économie guadeloupéenne, était caduque et qu'il allait disparaître. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à partir de 1833, dans les îles britanniques, il a disparu. Et se pose un problème d'ailleurs pour les îles françaises, c'est que les esclaves s'en vont, ils s'en vont, notamment, il y a des voyages entiers qui partent de Basse-Terre, de Rivière-Sens ou de Bouillante vers la Dominique, mais également le problème est très important à Saint-Martin, où carrément ils traversent un canal et ils vont en Anguilla pour être libérés. Et d'ailleurs, les Saint-Martinois, dès 1840, avaient demandé, c'est eux-mêmes, les propriétaires d'esclaves, avaient demandé que l'on abolisse l'esclavage à Saint-Martin, parce que la main-d'œuvre fuyait dans les îles anglaises. Donc, on savait que le système était condamné. Et donc, le gouvernement français, dès 1830, a dit il faut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va faire venir des Européens. D'autant qu'en métropole commençait la révolution industrielle et que dans les campagnes, il y avait des problèmes de surpopulation agricole. Donc, on a pensé faire venir des Européens en Guadeloupe, des Blancs d'abord. Des Blancs, alors, à Saint-Barthélemy, le gouvernement demande, le Conseil, la Guadeloupe demande également à Saint-Barthélemy, qui est suédoise, qui est peuplée de pauvres Blancs d'origine française, donc ils parlent créole, ils ont un avantage, ils sont habitués
hein, donc comme on disait, ils sont habitués au climat, etc. Et donc on demande à la Suède d'autoriser l'émigration de Saint-Barth pour cultiver la terre. Également des Canaries, également de Madère. Bon, mais ça ne fonctionne pas vraiment. Et l'idée, c'est que de dire que, voilà, si des Blancs travaillent la terre, le travail de la terre va être, disons, valorisé, puisqu'il est dévalorisé par l'esclavage. À partir du moment où être esclave, c'est travailler la terre, bien qu'il y ait des esclaves de ville, des esclaves fonctionnaires, des esclaves, etc. Mais le travail de la terre, c'est vraiment le pire. Hein, c'est dans la hiérarchie sociale, c'est ceux qui travaillent la terre sont vraiment au bas de la hiérarchie sociale. Donc on se dit qu'en faisant venir des Blancs qui travaillent la terre, on va revaloriser ce travail de la terre. Alors ça ne marche pas pour Saint-Barthélemy, ça ne marche pas au départ pour les Madériens, les Canariens, etc. Mais par contre, à partir de 1843, le gouvernement français va voter des sommes importantes pour cette émigration qui vient de France. Et à ce moment-là, on va voir arriver des métropolitains, des agriculteurs, pour donner, entre guillemets, le bon exemple, pour montrer comment on peut vivre à la campagne en famille. Également, si vous voulez, c'est un départ, on commence à parler de colonnage partiaire. Vous voyez ? Et également, on pense qu'ils vont utiliser la charrue et autres et montrer une façon de travailler qui est moderne tout en valorisant le travail de la terre. Alors, ces premiers, voilà, l'émigration européenne. Donc, ces premiers Européens qui arrivent, vous voyez, commencent à arriver dès 1845 pour préparer donc le changement social. Et donc, on va voir arriver des gens qui, soit ils arrivent parce qu'ils sont envoyés, ensuite ils vont recruter, ou alors ce sont les planteurs eux-mêmes qui vont aller recruter en métropole. Bon, je donne ici l'exemple d'un certain Moreau, hein, qui est allé dans la Charente pour recruter des agriculteurs et pour remplacer ces esclaves qui sont tous partis. Également, alors, le problème, c'est que quand ils arrivent, ces hommes et ces femmes et ces enfants sont mal reçus par les planteurs qui les traitent très très mal et ils vont les loger dans les anciennes cases d'esclaves. Alors, bon, les agriculteurs français, d'accord, on sait que dans les campagnes françaises, c'était pas brillant, mais les mettre dans des cases couvertes en paille, etc., bon, c'est un choc. Hein, d'autant plus qu'ils attrapent les maladies. Vous savez que les Européens, aux Antilles, attrapaient la fièvre jaune et ils mouraient assez rapidement. Donc, très rapidement, il y a eu des morts. Ensuite, également, les planteurs ne veulent pas les payer. Ou alors, ils essayent de les payer le moins possible parce qu'ils leur ont donné des vivres pour vivre et ils veulent récupérer. Vous voyez ? Et donc, en réalité, ils sont maltraités. Et même un planteur du moule veut faire des cases pour recevoir des cases en bois avec un vide sanitaire, etc. Et tous les autres disent « mais c'est pas possible, et c'est pas possible parce qu'on va être obligé de faire pareil ». Bon, donc en définitive, cette immigration européenne est un fiasco. Et au lieu de donner le bon exemple, ces gens qui sont mal payés, qui sont misérables en définitive, vont se répandre dans les campagnes ou ils vont aller en ville et donc on demande qu'ils soient rapatriés d'urgence parce qu'au lieu de donner le bon exemple, ils donnent le mauvais exemple à la population d'origine africaine. Voilà. Et en définitive, ils vont être rapatriés, les survivants. La grande partie des survivants vont être rapatriés sur les bateaux du gouvernement. Ils sont hébergés au fort Richepense qui devient le fort d'Elgrès. Et en définitive, presque tout le monde va repartir. Quelques-uns vont aller en Martinique, 2-3 vont aller en Martinique, d'autres en Amérique du Sud et d'autres aux États-Unis. Et en définitive, cette émigration est un échec.
est un échec par la faute même des planteurs qui avaient besoin de cette main-d'œuvre, mais qui préféraient avoir affaire à une main-d'œuvre africaine ou indienne ou chinoise, mais non européenne, puisque en définitive, vous savez, on a eu à un moment donné, je ne sais pas si vous vous rappelez, on parlait de blancs gâchés. C'est un peu le même phénomène, quoi. C'était des blancs gâchés, quoi. Il fallait les faire partir vite parce que c'était un mauvais exemple. Bien, alors après, donc, on a les Madériens. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour les Madériens, il y avait une crise énorme, une crise économique, mais cette crise économique, elle était des années 1830 et 1848, abolition de l'esclavage, donc on a besoin de main-d'œuvre. Et cette main-d'œuvre madérienne, elle est partie, elle, dans les îles anglaises. Elle est à Antigua, elle est à Saint Kitts, elle est en Guyana, où il y a les descendants des Madériens de Guyana forment un groupe important. Donc, et quand en 1848, on apprend que l'esclavage est aboli dans les îles françaises, à ce moment-là, des Madériens qui se trouvent dans les îles voisines et qui sont en fin de contrat vont venir en Guadeloupe pour se faire recruter. Ils débarquent à Basse-Terre. À ce moment-là, on a un contact avec celui qui veut les recruter et ils sont recrutés notamment à Saint-Charles, Bonnette les en recrute quelques-uns, enfin sur Saint-Claude, etc. Et comme tout le monde est bien content de ces Madériens qui travaillent bien, qui sont efficaces, etc., un dénommé Mahusier, qui est propriétaire à Marie-Galante, décide d'aller recruter lui-même des Madériens à Madère. Et donc, c'est une affaire financière parce qu'il va voir le gouvernement, il va voir le ministère, et le ministère lui promet une certaine somme pour faire venir des gens. Donc, on lui dit 400 personnes. Et en réalité, quand il arrive à Madère avec un bateau qu'il a affrété, plus personne ne veut partir. Pourquoi? Parce que la situation économique s'est améliorée à Madère, et puis tous ceux qui devaient partir étaient déjà partis. Donc il arrive après la bataille. Et il finit quand même, malgré tout, en promettant monts et merveilles, en avoir à peu près 160. Et au lieu d'avoir un contrat de 5 ans, il leur promet un contrat de 3 ans avec rapatriement. Et donc, en 1854, donc la même année que les premiers Indiens, arrivent ces Madériens à Basse-Terre, et donc ils vont être recrutés et ils vont être employés très rapidement. Mais le problème, c'est que maintenant, il va falloir les rapatrier. Quand ils ont fini au bout de 3 ans, il va falloir les rapatrier, puisque Mahusier a promis le rapatriement. D'autant plus qu'il a vendu ses droits à celui qui avait le bateau, etc. Alors, pour ne pas payer, il va organiser sa faillite. Il va, son habitation de Capesterre, il va la vendre fictivement ou pas, mais quand c'est le moment, quand on lui demande des comptes pour rapatrier, à ce moment-là, il n'a plus d'argent et il ne peut pas le faire. Donc, il y a des gros problèmes. Et en définitive, une partie de ces Madériens qui sont arrivés avec Mahusier, mais également ces Madériens qui sont arrivés tout seuls, vont s'installer en Guadeloupe et vont devenir des Guadeloupéens comme les autres. Alors, tout à l'heure, on m'a dit, tu n'as pas mis de nom, mais je peux vous parler, par exemple, de Souza, hein, les Prérat, entre autres, bon, etc. Voilà. Et donc, ils font partie. Alors, cette photo est une photo qu'on nous a remise, qu'on a rendue, et ce sont des descendants d'une famille madérienne. Mais comme il n'y a eu que des filles, le nom n'est pas resté. Hein, donc c'est une famille de Gourbert. Et puis vous avez ici la carte, enfin le passeport de celui qui nous l'a remis. Donc vous l'avez ici, Funchal, etc. Voilà. Bien, donc ça c'est une partie de cette émigration. Vous pouvez m'arrêter hein, si vous voulez poser des questions. L'immigration européenne. Oui. C'est une deuxième génération, puisque la première génération européenne, c'est arrivé en 1635. Ah oui, non, mais ça n'a rien à voir. Ceux-là, c'est des agriculteurs de métropole qui sont arrivés. Mais les autres, ils étaient repartis, les premiers qui Ah non, pas du tout. Ils sont les descendants des Blancs-Pays. Ah
C'est les Blancpain. Donc c'est une deuxième génération. Ah, c'est une troisième, quatrième ou cinquième génération. Parce que ceux qui sont arrivés dès 1635, ils sont toujours là. Enfin, leurs descendants, tout au moins les grandes familles. En Guadeloupe, c'est particulier, il y a une mutation sociale en 1794, puisqu'une grande partie de ce qu'on appelle les grandes familles sont parties en émigration quand est arrivé Victor Hugues. Et ils ont été remplacés par des petits blancs, qui sont devenus à ce moment-là, qui ont pris la place, ou par des gens qui sont arrivés d'Europe, d'Europe avec les armées napoléoniennes, etc. Et puis ensuite, avec les crises sucrières, vous avez eu également des cadets de famille de Martinique qui sont arrivés, qui ont mis la main sur les terres, etc. Et ceux-là n'ont rien à voir avec. Ceux-là sont des nouveaux, si vous voulez, ce sont des pauvres agriculteurs qui sont de métropole et qui qui émigrent, comme certains ont émigré à l'époque en Algérie, comme disons mes ancêtres, ou ceux-là, ils ont émigré en Guadeloupe. Voilà. C'était pas l'époque de la colonisation. Si, c'était l'époque de la colonisation, mais dans la colonisation, il n'y a pas que des riches. Il y a aussi des pauvres. Et ceux-là font partie des pauvres. Les pauvres qui vont travailler ou qui vont mourir. Vous voyez ? Mais l'émigration, elle est continue. Elle se continue encore d'ailleurs actuellement, avec les Haïtiens, avec les Dominiquais, moi par exemple je suis arrivé il y a 40 ans, voilà, je fais partie de l'émigration, c'est la dernière vague si vous voulez. Vous voyez, donc l'émigration est un flot continu. Et l'immigration est un flot continu, mais il y a une émigration également qui se fait. C'est-à-dire que la Guadeloupe est en même temps un pays d'immigration, mais en même temps un pays d'émigration. Quand, par exemple, les Marie-Galantais sont partis pour creuser le canal de Panama, ou quand les bonnes partaient au Canada, les jeunes femmes partaient au Canada pour être bonnes, etc. Donc, il y a, vous voyez, cet aller-retour. Et d'ailleurs, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, la Caraïbe, le bassin caribéen, était parcouru par toutes sortes de personnes. Vous avez des familles guadeloupéennes qui ont de la famille à Haïti, mais je connais des familles de Blanc-Pays, par exemple, qui ont de la famille à Saint-Kitts, à Saint-Eustache, par exemple les Dormois. Hein, vous voyez qu'il y avait un va-et-vient, et c'est seulement après la Seconde Guerre mondiale que ça s'est fermé. Mais autrement, jusqu'aux années 50, il y avait un va-et-vient. Hein, qui allait, qui venait. Voilà. Donc, ce qui fait que la Guadeloupe, en définitive, la population guadeloupéenne, en définitive, est le résultat de ces multiples arrivées de toutes sortes du reste du monde entier. Mais au XIXe siècle, après 1848, il y a eu, disons, un afflux important venu du monde entier, et c'est l'objet de notre exposition ce soir, ou de notre conférence ce soir. Excusez-moi, oui. Ils payaient leurs billets pour venir ici aussi? Ah non, on les payait. Donc, on leur payait, donc le gouvernement avait, là pour les Européens, le gouvernement avait voté deux grosses sommes, ça permettait de payer le voyage. Alors, ceux qui recrutaient faisaient l'avance, et ensuite on les remboursait. Vous voyez ? Et donc, normalement, ces ouvriers ou ces agriculteurs, ils avaient un salaire théoriquement. Mais ce salaire... Ils étaient installés quand ils arrivaient? Ils étaient installés dans les anciennes cases à nègres, hein, donc plus ou moins bien installés, et puis mal reçus. C'est-à-dire que ce qui est étonnant, c'est que dans les documents, on voit que les planteurs, notamment en grande terre, notamment au moule, les reçoivent comme des chiens dans un jeu de quilles, quoi, alors qu'ils en ont besoin. Voilà. Ils n'ont pas compris que l'esclavage est fini. Alors, ils sont blancs, d'accord, mais c'est pas grave. Vous voyez ? C'est pas une question de couleur dans ce cas-là. Et donc, c'est un échec. Parce que peut-être inconsciemment, pensait-il qu'il valait mieux avoir affaire à des Africains, des Indiens,
des Chinois, etc., et non des Européens. Les Européens, peut-être, alors qu'ils en avaient besoin, alors qu'ils avaient demandé. Vous voyez, c'est paradoxal. Et ceux qui par humanité, etc., voulaient leur faciliter la vie, étaient mal vus par les autres. Parce que, justement, ça les obligeait à faire pareil, quoi. Et à ce moment-là, et ça mettait à nu leur attitude indigne, vous voyez, face à ceux qui arrivaient. Bien, alors, pour l'émigration africaine. Alors, pour les Africains, le problème s'est posé à plusieurs reprises. Donc, dès 1852, le gouvernement français a décidé de se lancer dans l'immigration pour les vieilles colonies. Et donc, en 1854, le Conseil général décide de se lancer dans cette émigration. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y avait un débat au niveau du Conseil général. Faut-il mieux des Africains? Mais les Africains, ça rappelle quand même l'esclavage. Les Indiens, oui, c'est pas mal parce que ça revient pas cher. Et puis, il y a les Chinois, mais les Chinois, on s'en méfie un peu, et puis ça revient cher. Et puis, ils sont voleurs, ils ont mauvais caractère. Et dans les colonies britanniques, quand il y a des Chinois, c'est un problème, etc. Donc, mais en définitive, comme pour l'Inde, il n'y a pas suffisamment de monde parce que les comptoirs c'est un réservoir humain insuffisant, donc on se relance en Afrique. Et en Afrique, dans un premier temps, le gouvernement qui se méfie dit le bateau qui va aller chercher des travailleurs libres en Afrique, il doit s'arrêter à Gorée et prendre un officier. Et à Gorée, Gorée, vous connaissez tous, hein, c'est au large du Sénégal, c'est français. Donc cet officier doit vérifier que ceux qui sont recrutés sont libres. Et naturellement, c'est un échec. Pourquoi? Parce que les Africains savent très bien que si on les envoie aux Antilles, ils n'ont pas bien compris que l'esclavage est aboli et que, bon, donc ils ne veulent pas venir. Non. Alors, ce qui va se passer, c'est que dès un peu plus tard, 2 ans plus tard, on va choisir d'aller vers le Congo. Et au Congo, ça continue l'esclavage, parce que l'esclavage, la traite a été interdite, mais pour les pays du Nord. Mais l'esclavage avec le Brésil continue. Et on sait qu'au Congo, il y a des captifs, il y a des prisonniers de guerre, parce que le royaume du Loango, qui est là, vous voyez, le royaume du Loango est en train de s'effondrer. Et donc, les tribus congolaises ont des captifs à vendre. Alors, ce que font les bateaux, ils arrivent, ils achètent ces captifs, ils les libèrent immédiatement et leur font signer un contrat de 6 ans. Et dans ce contrat de 6 ans, il y a le rachat, c'est-à-dire qu'ils vont payer leur rachat en définitive. Vous voyez, et également, bon, ils sont recrutés, mais quand ils signent le contrat, d'une croix, puis généralement, ils sont libres. Et ils arrivent ici comme travailleurs libres. C'est ce qu'on appelle les Congos. En réalité, ce ne sont pas les Congos. On les appelle les Congos parce qu'ils ont été achetés au Congo, parce qu'ils viennent du Congo. Voilà. Et donc, ils vont arriver donc en Guadeloupe. Et comment? Non? Libres. Voilà. Ils sont officiellement, ils sont libres. Mais est-ce qu'ils le savent? Ça, c'est une autre histoire. Alors, il y a un travail qui a été fait par Céline Flory sur ces Africains, mais pour les 3 départements, hein, Martinique, Guadeloupe et Guyane. Et c'est un très beau travail. Et alors, donc, dans son travail, notamment pour la Guyane, elle dit qu'il y a parmi ces gens-là, il y a des gens qui se sont engagés en sachant qu'ils s'engageaient. Mais c'était généralement des gens qui avaient l'habitude de travailler avec les Européens, notamment les anciens qui s'occupaient de procurer des esclaves, etc. Mais ils ont l'habitude, il y a certains qui avaient l'habitude comme ça de s'engager, et donc ceux-là sont repartis. Mais ceux de Guadeloupe, eux, apparemment, ils ne savaient pas qu'ils étaient libres, ils ont continué, on les a payés, et puis ça ressemblait beaucoup à de l'esclavage. Et la Grande-Bretagne, qui avait déjà expérimenté ce système, était contre ce recrutement en Afrique.
Et elle avait donc mis fin à ce recrutement en Afrique dès les années 1840. Et donc, le gouvernement français dit oui, nous, on ne peut pas, on est obligé de prendre des Africains parce que l'on n'a pas le réservoir asiatique. À ce moment-là, entre la reine Victoria et Napoléon III, on va signer un protocole d'accord, une convention, le 1er juillet 1861, par laquelle le gouvernement français s'engage à ne plus recruter en Afrique, à condition de pouvoir recruter dans les territoires britanniques de l'Inde. Et à ce moment-là, l'émigration en Afrique s'arrête. Le dernier navire avec des Africains, le dernier convoi africain qui arrive ici, il arrive le 10 février 1861. Et à ce moment-là, au 1er octobre 62, on dénombre 4435 Africains, 3067 hommes et 1282 femmes. Donc, avec les décès, etc., on peut compter entre 5 et 6 000 Africains qui sont arrivés en Guadeloupe. Alors, les familles sont reconnaissables, leurs descendants, certains ont conservé la mémoire, mais les noms sont reconnaissables parce que généralement, il y a N apostrophe et le nom. Ils ont gardé leur nom, eux, hein, donc ils ont des noms africains. Alors, leur problème, c'est que à partir du moment où ils ont terminé leur contrat, ils restent ici. Mais, par exemple, ils n'ont pas d'état civil. Pour se marier, ils sont obligés de demander l'autorisation au gouverneur, qui leur accorde naturellement. Également, ils ont des problèmes. Et en définitive, progressivement, on finit par les considérer comme les autres. Ils sont inscrits sur les listes électorales, alors qu'officiellement, ils ne sont pas français. Et c'est un groupe de Sainte-Rose, conseillers sans doute, qui demande au Conseil général, d'une part, d'être français, et d'autre part, de recevoir la prime qu'ils auraient dû recevoir puisqu'ils ne sont pas retournés. Comme les Indiens. Les Indiens qui pouvaient soit y retourner en Inde, bon, et on payait le voyage, soit ils ne retournaient pas et ils avaient la prime. Donc ces Africains demandent la prime. Et à ce moment-là, donc on se rend compte qu'il faut faire quelque chose. Et c'est à ce moment-là que l'on va, au niveau du Parlement français, c'est Alexandre Isaac et l'autre m'échappe. C'est écrit là, non? Donc ils vont déposer un projet de loi pour que ces Africains soient naturalisés et donc ils deviennent français par naturalisation et leurs enfants sont français par droit du sol. Voilà. C'est au bout de 6 ans? Comment? C'est au bout des 6 ans, des 6 années? Voilà, normalement 5 ans pour les Indiens, 6 ans pour les Africains, pour les Chinois un peu plus tard, un peu plus, aussi 6 ans. Et donc au bout de ce contrat, soit ils retournent chez eux, donc on leur paye le voyage, soit ils se réengagent, ils peuvent se réengager, à ce moment-là ils ont une prime, et ils ont la prime également qui correspond au prix du voyage. Et beaucoup d'Indiens qui sont restés, j'ai bien dit d'Indiens, des Indes, beaucoup d'Indiens qui sont restés, donc ont touché cette prime qui leur a permis d'avoir un petit pécule et souvent qui leur a permis d'acheter, notamment sur la Guadeloupe proprement dite, un petit morceau de terrain, que ce soit sur les hauteurs de Saint-Claude ou à Fond-Cacao, vous voyez, donc voilà. Donc, ils étaient informés, quoi. À Bouillante également, à Bouillante. Oui, ils étaient informés. Ils signaient avec des croix, et puis je ne sais pas de quelle langue ils parlaient. Alors le créole, très rapidement. Justement, le créole est un élément d'intégration, très rapidement. Et oui, donc les Africains n'étaient pas informés, mais les Indiens, eux, ils étaient informés parce qu'il y avait un syndic. Et puis ils étaient sur la protection du gouvernement anglais. Ils étaient sujets britanniques. Et donc, quand ils arrivaient, le consul britannique était le premier qui montait sur le bateau pour savoir s'ils avaient été bien traités, etc. Et ils restaient sujets britanniques, et donc les Britanniques les tenaient au courant. Ce qui fait que les Indiens, généralement, étaient informés de leurs droits. Donc, ils avaient des droits. C'est pour ça que, quand on m'a dit hier, par exemple, on me dit oui, les Africains qui sont arrivés étaient esclaves. Non, l'esclave est un statut juridique. Or, ceux qui sont arrivés avaient un contrat de travail, ils étaient reconnus en tant que personnes, même s'il y a eu des abus, même s'ils travaillaient comme des esclaves, si vous voulez, etc., ce n'étaient pas des esclaves parce que juridiquement, ils avaient un contrat de travail, ils étaient reconnus comme une personne. Oui, vous n'êtes pas d'accord?
avant 1861, Oui. les Africains, vous parlez qui sont arrivés non esclaves. Ah non, non, ils sont arrivés libres. Ils sont arrivés libres ici. Oui, oui. Donc ça vous dit avant ceux qui sont arrivés esclaves. Comment Ah. ils sont arrivés? Alors, donc, avant 1848, ils étaient ceux qui étaient, disons, les descendants d'Africains. Parce qu'en réalité, en 1817, c'est interdiction de la traite. C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire théoriquement de commerce d'esclaves, de captifs qui deviennent esclaves, en 1817. Donc, mais bon, il y a toujours un trafic clandestin, de négriers clandestins. Pour les îles françaises et puis. Pour les îles françaises. Non, non, les îles britanniques avant. Avant. Pour nous, donc c'est 1804, pour les Britanniques, c'est 1814. Pour les Suédois, c'est encore avant. Mais pour nous, c'est 1817. C'est 1815, si vous voulez, à Vienne. Mais la France, qui sortait, disons, d'occupation, etc., a demandé un délai de 2 ans. Donc en 1817, théoriquement, la traite est interdite. Mais l'esclavage n'est pas interdit. Ce qui fait que, théoriquement, il n'y aurait plus, en 1848, il n'aurait plus dû avoir d'esclaves, ou très peu d'esclaves, nés en Afrique, puisqu'ils sont tous créoles. Bon, le commerce clandestin s'est poursuivi de 1817 à 1830. Et à partir de 1830, il y a vraiment un arrêt. Là, ici, bon, les bateaux sont arrêtés, etc. Ce qui fait que, jusqu'en 1848, les esclaves sont d'origine africaine, mais ils peuvent être là depuis 3, 4, 5 générations, donc ce sont des créoles, ce ne sont plus des Africains. Parce qu'un Africain, il est soit Soso, soit Ibo, soit Bambara, soit Congo, soit etc. Mais à partir du moment où ils sont en Guadeloupe, au bout d'une génération, et je ne parle pas de 2 et 3 générations, l'Afrique est loin. Hein, et ce sont des créoles qui parlent créole, qui sont catholiques obligatoirement, etc. Alors après, bien sûr, il y a des traits africains, mais ce n'est pas le sujet. Hein, on est hors sujet là. Donc voilà. Et ceux qui arrivent de 1854 à 1861 sont des Africains qui viennent du Congo, qui ont été recrutés au Congo, mais souvent qui sont du Loango. Le Loango, c'est un royaume qui se trouve au nord du Congo, voyez, et qui est en train de se déliter. Voilà. Ils étaient libres. Ils étaient obligés d'être catholiques? Ah oui, oui, avant 1848, oui, obligatoire. Ils n'avaient pas le choix. Ah oui, oui. Sauf à Saint-Martin où une grande partie était méthodiste, mais c'est une autre histoire. Bien, alors ensuite on passe naturellement à l'Inde. Alors, bon, un panneau sur l'Aurélie. Bon, l'Aurélie, tout le monde sait que l'Aurélie est le premier navire qui a amené les premiers Indiens, qui est arrivé la nuit de Noël à Pointe-à-Pitre, que donc ces personnes ont été immédiatement, disons, engagées par les habitants. On a la liste également des engagistes, on sait que certains sont allés à Marie-Galante, etc. Donc voilà, donc le 24 décembre, l'Aurélie arrive à Pointe-à-Pitre, et donc on donne les nouveaux arrivants, donc Roussel à Marie-Galante, la région de Pointe-à-Pitre, les Abîmes, Mao, Saint-François, etc. Alors, 1854, c'est pour ça que... Il y a eu des croisements, lui, c'était 1861. C'est donc à partir de... Le dernier, c'est 1861. Donc il y a eu des croisements. Oui, donc c'est-à-dire que d'abord, il y a eu des Africains et il y a eu également des Indiens. C'est-à-dire que le problème avec les Indiens, il y a 2 problèmes. Et le premier problème, c'est que dans les Tamouls, c'est un prénom. C'est un prénom fils de, fille de, comme si vous voulez chez les musulmans, Ben, voilà, fils de, fille de. Et ensuite, le prénom est devenu souvent le nom de famille. Deuxième problème, c'est que tous les documents qui concernaient les Indiens étaient à la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre. Et dans l'entre-deux-guerres, il y a un sous-préfet qui avait besoin de place, il a trouvé malin, il a dit bon, tout ça, c'est des documents qui ne servent plus à rien puisque maintenant c'est fini, il a tout mis au feu. Ce qui fait que les Indiens, les descendants d'Indiens, ne peuvent pas retrouver, c'est un peu comme on le disait l'autre jour avec Anne, là on a été interviewé, donc c'est que le problème c'est qu'il arrive un moment où on ne peut plus aller plus loin. Et là on est bloqué, c'est une espèce de frustration, quoi.
Alors, on sait que, bon, c'est la région, c'est le Pondichéry, Carical, bon, c'est Tamoul, c'est... Bon, et puis après, à partir de 1861, à partir du moment où l'on a pu recruter dans tout le territoire, on a vu arriver en Guadeloupe des Bengalis. Les Bengalis sont plutôt musulmans, alors que les Tamouls étaient plutôt hindouistes. Et donc, on va retrouver ça dans les noms de famille. Enfin, on reconnaît bien les noms de famille d'origine tamoule, comme Sangaravelou, etc., etc. Et les noms d'origine bengali, donc par exemple Chekmodine, c'est Shir, Saïb, Mabmed Saïb, enfin, etc. Voilà. Donc, ils étaient au départ musulmans, mais tout le monde, à part le fait de l'intégration, donc le créole a pris le dessus, et également beaucoup ont intégré l'Église catholique avec un certain syncrétisme, etc. Mais ça, c'est un autre sujet. Le recrutement sur place, donc quand on avait besoin de main-d'œuvre, donc le Conseil général votait une certaine somme. On écrivait au gouverneur de Pondichéry qui essayait de recruter le nombre de personnes voulues. Alors, on passait par des intermédiaires, c'est-à-dire que c'était quand même une affaire rentable. D'ailleurs, on le voit encore actuellement, le trafic d'hommes humains, c'est rentable, quand on le voit de nos jours. Et bien à l'époque, c'est pareil, mais c'était officiel. Maintenant, on essaye de les maintenir aux frontières, mais avant, on essayait au contraire de les amener le plus possible. Et ce qui fait que, donc, comment ça se passait? Le gouverneur donc recevait les demandes des différentes colonies françaises, et à ce moment-là, il passait par des entreprises privées. Donc, il y avait des recruteurs, on leur avançait l'argent, et ces recruteurs parcouraient les campagnes pour essayer de trouver du monde, des volontaires. Alors, il y avait des périodes qui étaient beaucoup plus favorables pendant la morte saison, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait rien à manger, etc. Donc, on payait les dettes et on signait le contrat. Ou alors, dans les périodes d'épidémie ou de famine, à ce moment-là, également, le recrutement était beaucoup plus facile. Et on partait, donc à partir du moment où il avait signé, à ce moment-là, on le gardait, parce qu'il pouvait, en cours de route, disons, avoir reçu l'argent et s'enfuir. Et on les amenait dans les ports. Et dans les ports, ils étaient également gardés, en attendant que le bateau arrive. Ça pouvait durer 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Donc, il fallait qu'ils restent là. Et puis, une fois que le bateau était arrivé, à ce moment-là, on l'embarquait. Donc, au départ, c'était le gouvernement français, et après, les Anglais étaient très à cheval sur le nombre par rapport au volume, etc. Ils faisaient attention. Également, on chargeait les vivres, on chargeait... donc, on a tout ça, si vous voulez, si vous êtes curieux, on a tout ça ici. Vous pouvez le consulter, vous voir ce que l'on amenait dans le bateau, etc. L'eau douce, également, qui était souvent dessalée, également. C'était de l'eau dessalée, etc. Bon, donc tout ça, ensuite ils partaient. Alors au départ, c'était des bateaux à voile. Donc on partait, on s'arrêtait à Calcutta, de Calcutta, ensuite on allait vers le Cap ensuite, donc ça durait 3-4 mois, le bateau. Et puis à partir du moment où le canal de Suez a été tracé, à ce moment-là, on a utilisé des steamers. Et en même temps, le canal de Suez a été tracé, en même temps, il y a eu les bateaux à vapeur. Au départ, le bateau à vapeur était, la machine était au milieu, c'était un bateau à voile qui était mi-voile, mi-vapeur. Et là, c'était plus court, on passait par le canal de Suez, Gibraltar, et ensuite on traversait vers les Antilles. Là, ça durait à peu près 80 jours. Et avec le steamer, il y avait un avantage, c'est qu'on savait quand il partait, on savait quand il arrivait. Tandis qu'avec le voilier, on ne sait pas. Peut-être ça peut aller très vite, comme ça peut durer beaucoup plus longtemps. Donc, au niveau des vivres, etc. Voilà. Alors, quand ils arrivent, voilà, ça c'était le recrutement sur place. Alors, la Convention de 1861 a été dénoncée par les Britanniques, c'est par ici, dénonciation de la Convention franco-britannique, en 1888. Mais elle est dénoncée, mais elle continue à fonctionner. C'est-à-dire que les Indiens et leurs descendants, ceux qui sont nés en Guadeloupe, des fils d'Indiens et filles d'Indiens, restent sujets britanniques.
Et c'est Sidambarom qui a milité pour que justement les Indiens soient considérés comme des Français, puisqu'ils sont là, ils sont présents, ils sont dans la vie économique, ils sont même dans la vie politique, puisque Sidambarom, dans l'administration, etc. Et donc, c'est la lutte de Sidambarom qui va, disons, s'arrêter, qui va finalement triompher en 1923. Donc, on a parlé, Anne et Pascal ont parlé de la Première Guerre mondiale. Pendant la Première Guerre mondiale, les fils d'Indiens ne pouvaient pas être dans l'armée française, parce qu'ils étaient sujets britanniques. Et ceux qui avaient commencé à être intégrés ont dû retourner chez eux, notamment à La Réunion. Et par contre, ils pouvaient s'engager. Bien. Et ce n'est qu'en 1923 qu'en définitive, grâce à Sidambarom, les Indiens n'étaient plus considérés comme les Indiens et les enfants d'Indiens n'étaient plus considérés comme des étrangers, mais comme des Guadeloupéens, citoyens français comme les autres. 1923. Les croisements avec les Indiens et les Nègres. Alors ça, là le problème, c'était pas... Alors donc, mais par contre, souvent, j'ai un cas par exemple sur Saint-Claude, ils étaient inscrits sur les listes électorales, selon la municipalité. C'est-à-dire, si la municipalité pensait qu'ils allaient voter pour eux, ils les inscrivaient sur les listes électorales. Mais à Capesterre, par exemple, où ils pensaient que les Indiens qui étaient suffisamment nombreux allaient voter contre, on appliquait bêtement, etc. C'est pour ça que Sidambarom, lui, il était très, très, très virulent parce qu'il était contre la municipalité. Et le gouverneur également, qui soutenait la municipalité, ne tenait pas à ce qu'il soit inscrit. Oui. Alors qu'à Saint-Claude, au contraire, le maire qui était de la garde envoyait son garde champêtre pour dire aux Indiens il faut vous inscrire, etc. Voilà. Donc c'était de la basse politique, enfin de la politique locale. Bon, le voyage, je vous en ai parlé, hein, donc soit il se faisait par le Clipper, par le Cap de Bonne-Espérance, ou alors après par Gibraltar, etc. Alors, les conditions d'existence. Naturellement, quand les Indiens arrivent, ils ont un contrat, mais ça ressemble beaucoup, ça permet de faire perdurer le système de l'habitation sucrerie, tel qu'il existait. Simplement, au lieu que ce soit des esclaves, ce sont des Indiens ou des Africains, et le système va fonctionner de la même façon. Et en même temps, ce qui est intéressant pour le patron, c'est qu'ils sont disponibles. Ils sont là. C'est-à-dire que, par exemple, le dimanche, qui est le jour de congé, avant de partir, celui qui est chargé des animaux doit s'occuper des animaux. Vous voyez, il ne va pas partir. Alors, il n'y a qu'une période qui est le Pongal. Le Pongal, c'est une fête agraire tamoule, qui était la fête du printemps, mais elle s'était décalée un petit peu. Et donc, pendant ce Pongal, ils avaient donc des jours de congé. Et c'est là, justement, qu'ils recevaient, parce que le principe, c'était qu'on leur payait que la moitié du salaire. Et au Pongal, ils recevaient le reste, la somme entière. Et ça, ils en profitaient pour sortir, pour aller voir les amis, pour aller voir la famille, pour s'acheter également tout ce dont ils avaient besoin, etc. Et d'ailleurs, dans le créole, c'est resté, aller à Pongal, c'est-à-dire aller faire la fête, Pongal ou Pogal. Hein. Je ne sais pas, ceux qui parlent créole, là, vous connaissez l'expression? Et ça, c'est les vieux. Hein? Voilà. En faire du désordre, etc. Parce que c'était le moment où les Indiens profitaient de... Voilà. Donc, autrement, la vie est la vie de l'habitation telle qu'on la connaît, classique, etc. Et à partir du moment où ils ont fini, donc le patron doit leur donner des vêtements, il doit leur donner une certaine nourriture. Enfin, ça rappelle beaucoup ce qui se faisait ce qui rappelle beaucoup le Code noir, disons, hein, en gros. Hein. Mais disons, là, les droits sont surveillés par les syndics. Chaque commune a son syndic, qui est l'interlocuteur privilégié des Indiens.
Mais en réalité, il faut vous dire que les syndics souvent étaient absents, ils n'étaient pas là, ou ils s'en fichaient carrément. Hein. Donc il y a eu des syndics sérieux, mais la plupart des syndics ne s'occupaient pas vraiment de, de leurs administrés. On va passer aux autres émigrations. Les émigrations dont on ne connaît pas vraiment. Alors, l'émigration annamite. Alors, les annamites, c'est ce qu'on appelle maintenant le Vietnam. C'est la Nam, le Tonkin et la Cochinchine. Et donc, dans les années 1850, la France s'introduit dans la Nam et donc la guerre. Mais ils ont face à eux un État organisé, avec des amiraux, avec des généraux, avec des fonctionnaires, avec des trésoriers, etc. Et donc, face à la résistance, ils vont arrêter les chefs, donc les militaires et autres, et ils vont les envoyer à Toulon, au fort de la Mole. Et à Toulon, ils sont là, en exil, en attendant que leur sort soit statué. Alors, on leur propose, à certains, on leur dit, au lieu de rester dans le fort, vous pouvez aller en Guadeloupe, et vous prenez un contrat de 5 ans, et vous allez en Guadeloupe. Et eux, ils ont compris, vous faites 5 ans, et vous êtes libre, vous retournez chez vous. En réalité, on ne leur a jamais dit, on leur a dit un contrat de 5 ans. Donc, ils arrivent, ils font leur contrat de 5 ans, et attention, comme ce sont des gens qui sont instruits, etc., ils ne vont pas travailler dans les champs. Et on va les mettre 1, 2 par-ci, par-là, dans les usines, notamment dans les centrales. Et souvent, ils vont être mécaniciens. Et les premiers qui arrivent, ils arrivent en 1867, les premiers qui arrivent, en 1866. Voilà, 1866. Les premiers qui arrivent, au bout de 5 ans, ils ont fait leur temps. Ils vont voir le gouverneur et ils disent, voilà, on a fait nos 5 ans, on veut partir. On est terminé. Il leur dit, non, vous n'avez rien compris. Vous êtes libre, mais vous êtes libre de rester en Guadeloupe. Et vous ne pourrez retourner chez vous que si le gouverneur de la Cochinchine vous a gracié. Et comme les événements c'était encore, il y avait des événements en Cochinchine, donc ils n'étaient pas graciés. Alors, naturellement, ils ont commencé à comploter, et l'idée, c'était de comploter pour capturer un navire et partir en Dominique pour ensuite retourner chez eux. Et naturellement, il y en a un qui a parlé, et ils ont été arrêtés avant, donc les chefs ont été arrêtés avant que le complot se mette en place. Et donc tous les annamites sont arrivés, et en définitive, les chefs ont été condamnés au bagne. Certains ont été condamnés à aller aux Saintes, à Terre-de-Bas. Ils ont travaillé dans la poterie de Terre-de-Bas. Et c'est là qu'ils ont laissé leur chapeau, le salako. Donc, parce que c'était pratique, etc. Et d'autres sont retournés sur leurs habitations. Mais en même temps, ceux qui ont été envoyés au bagne à Cayenne, certains ont continué la lutte, et on sait par des documents que le gouverneur a reçus que certains ont réussi à s'échapper depuis la Guyane, et on perd leurs traces à ce moment-là, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Voilà. Et donc, ils vont tous vont quitter la Guadeloupe, ils vont être graciés en même temps que ceux qui ont été graciés après la Commune de 1871. Je crois en 1882, il me semble, oui c'est ça, en 1882, il y a eu une grâce générale pour ceux qui avaient fait la Commune, notamment, vous savez, qui avaient été envoyés en Nouvelle-Calédonie, Louise Michel, etc. Et donc, eux aussi ont profité de la grâce, et ils sont retournés chez eux. Et là, pratiquement tout le monde est reparti. Donc, à part le Salako, ils n'ont pas laissé de traces visibles. Ah, on leur payait, hein, parce que oui, on leur payait le billet, oui, puisqu'ils étaient prisonniers politiques. Hein, donc c'était des prisonniers politiques. Donc le gouverneur, dans le conseil privé, rappelle, attention, ce ne sont pas des engagés, ce sont des prisonniers politiques. Hein, donc ils sont à surveiller, etc. Et ils sont organisés. Ils écrivent, on a des lettres en idéogramme, bon, je ne suis pas capable de les lire, hein, mais ils communiquaient entre eux. Et c'est pour ça qu'ils avaient pu s'organiser alors qu'ils étaient dispersés. Il y en avait un par-ci, un par-là, deux par-là. Et ils avaient réussi
à s'organiser. Et d'ailleurs, celui qui a parlé, on l'a retrouvé mort dans sa case. Et puis un autre a disparu, carrément, on ne l'a jamais retrouvé. Le deuxième qui avait parlé, on ne l'a jamais retrouvé. Donc, ouais, voilà. Donc, ça, c'est pour les migrations anamites. Alors, pour la migration chinoise, alors, bon, pour les migrations chinoises, au départ, les Chinois, ils n'étaient pas très... On avait peur des Chinois. Et donc, on a eu plusieurs tentatives, et en définitive, il y a eu un seul convoi de Chinois qui sont arrivés. Donc, ils sont arrivés à Pointe-à-Pitre en 1859, 505 hommes, 4 femmes qui étaient inutiles, entre guillemets, qu'on ne pouvait pas utiliser à l'agriculture parce qu'elles avaient les pieds bandés, elles avaient des tout petits pieds, donc c'était pas des bonnes recrues, disons. Et puis, donc vous avez, alors, ces Chinois, donc quand ils arrivent en Guadeloupe, alors qu'il y avait des listes où on voulait recevoir les Chinois, mais quand ils sont arrivés, plus personne ne les voulait. Parce qu'on avait peur d'eux, on disait bon, etc. Ce qui fait qu'il n'y a que 109 qui sont placés à l'arrivée. Et parmi ceux qui ont accepté les Chinois, vous avez Periola, qui est la grivelière. Vous savez, dans la vallée de Vieux Habitants, et la grivelière, donc, il faisait du roucou. Et donc, c'est le seul qui avait un atelier de chinois. D'ailleurs, c'était sa belle-mère, qui était une dame âgée, qui tenait l'atelier, et il la craignait, paraît-il, terriblement. Et d'ailleurs, dans la vallée de Vieux Habitants, il y a des familles qui ont encore des noms chinois et qui avaient oublié l'ancêtre chinois, puisque le nom c'était, par exemple, Tse Kimpio, c'était devenu Tse Kimpio, c'est devenu Tse Kimpio. Et ils avaient complètement oublié l'ancêtre chinois. Et vous aviez, par exemple, à Saint-Claude, Zoom Kazieux. C'est yeux comme les yeux, vous voyez. Donc, il y a très peu, en définitive, très peu sont restés. Et les autres, donc 109, et les autres ont été, puisque la Guadeloupe n'en voulait pas, ils ont été envoyés en Martinique, et la Martinique les a acceptés. Alors, pourquoi la Martinique, les Martiniquais les ont acceptés? Parce que le Conseil général de la Martinique a payé la prime qui était très importante, alors que le Conseil général de la Guadeloupe n'a pas voulu payer, et c'était aux engagistes de la payer, et donc ils n'en ont pas voulu, entre autres, parce que bon, ça revenait trop cher. Mais seulement, bon, il reste quelques traces de cette immigration chinoise en Guadeloupe. Or, l'immigration japonaise est-elle particulière? Parce que l'immigration japonaise, elle s'est faite, elle n'est pas réglementée. C'est-à-dire qu'il y a eu crise sucrière en 1880-1885, et donc le Conseil général a décidé d'arrêter l'immigration, puisqu'il y avait une crise sucrière très, très, très forte. Et puis, à la fin des années 1880, il y a une amélioration économique, et les habitants veulent avoir de la main-d'œuvre. Donc, plus d'Indiens, pas de Chinois, et donc il y avait eu une expérience en Nouvelle-Calédonie où des Japonais avaient été recrutés pour les mines. Donc, on a décidé de tenter l'immigration japonaise. Mais ce sont des habitants, des planteurs, qui s'étaient associés avec le CFC, le Conseil foncier colonial, qui a mandaté un dénommé Luster, qui était un diplomate qui connaissait bien le Japon, pour recruter des Japonais. Et donc, ils ont réussi à recruter un convoi. Et seulement, on leur a tellement promis, les monts et merveilles pour, ils allaient avoir peu de travail, beaucoup d'argent, etc., etc. Et quand ils sont arrivés en Guadeloupe, c'était pas le même butin, c'était pas la même chose. Hein. Donc d'abord, on leur a réduit leur salaire, ensuite, on les nourrissait mal, ensuite, on les traitait mal, etc. Ce qui fait qu'en définitive, ils voulaient retourner chez eux. Ils voulaient, et donc, naturellement, le gouverneur a fait arrêter les meneurs. Ces meneurs, donc, le bruit s'est répandu, tous les Japonais se sont rassemblés et ont voulu aller vers le siège du Crédit foncier colonial à Pointe-à-Pitre, mais la troupe, la gendarmerie les a empêchés et ils se sont tous retrouvés sur l'habitation Petit Pérou
qui appartenaient au Crédit foncier colonial. Et à ce moment-là, ils ont pris en otage leurs représentants, parce qu'ils avaient avec eux 2 représentants, qui étaient donc chargés de, disons, de faire le lien entre, il parlait, donc lui, apparemment, les représentants parlaient français et japonais, et donc ça a duré un moment, et en définitive, on a amené les meneurs à la geôle, tout le monde a suivi à la geôle, à Pointe-à-Pitre, et bon, ça s'est mal terminé, donc il y a eu des procès, en définitive, ils se sont dispersés, et le problème s'est posé parce que c'était un mauvais exemple, comme pour les Européens au départ. C'est-à-dire que ces Japonais traînaient en ville, à Pointe-à-Pitre, on en avait peur. On disait même qu'ils étaient capables de tourner la tête, de tourner leur tête, enfin, on en avait peur, en définitive. Alors, le gouvernement, qui est au courant, demande qu'on les rapatrie. Le Conseil général dit non, on ne les rapatrie pas, parce que nous ne sommes pas, ce sont les habitants qui les ont recrutés, et c'est le Crédit foncier colonial qui doit les rapatrier. Enfin, en définitive, il y a un échange de correspondance, et le gouvernement exige du Crédit foncier colonial qu'il les rapatrie. Donc tous les survivants, parce que certains sont morts, tous les survivants sont embarqués, et tout le monde, en 1896, tous les Japonais repartent. Alors, les Japonais qui ont fait souche ici, ce ne sont pas ceux-là. Hein, ce sont les Kawamura, etc. Ce sont des commerçants qui sont arrivés tout seuls, hein, qui sont un peu arrivés comme les Libanais, les Syriens, comme les Italiens. Voilà. Bon, alors, après, vous avez l'autre immigration, une immigration, disons, qui est volontaire, ce sont les Libanais, les Syriens. Alors, c'est en relation avec la politique du Proche-Orient, dont la suite actuellement, hein, se poursuit actuellement. Donc, au départ, ils étaient turcs, hein, ils étaient ottomans, et en 1861, il y a eu donc une révolte de paysans contre les propriétaires terriens en Syrie et au Liban. Et ça a déclenché des révoltes, les musulmans et les druzes sont tombés à bras raccourcis sur les chrétiens. Et comme la France était la protectrice des chrétiens d'Orient depuis Louis XIV, depuis François Ier, certains disent, ce qui fait que Napoléon III a envoyé des troupes au Liban pour protéger les chrétiens. Et à ce moment-là, a commencé une migration. Alors, cette première migration, ce sont la bourgeoisie. Ce sont des gens qui ont, donc des Libanais et des Syriens, d'abord des Libanais, les Syriens viendront après, ce sont des gens qui ont des moyens qui sont instruits. Par exemple, le premier Karam qui est arrivé ici était docteur en médecine, hein, donc est arrivé à la fin du 19e siècle. Donc, par exemple, Chidiac également était un gros marchand, d'ailleurs il s'appelait B. Chidiac, B étant un titre de noblesse. Bon, ça c'est la première migration de certains qui se sont installés ici. Et puis après, en 1876, il y a un nouveau sultan qui arrive, qui est Abdulhamid Zouj II, hein, en français, donc qui arrive et qui est un sultan très, très dur, etc. Et donc, l'économie de la montagne libanaise et de la Syrie périclite, le port de Beyrouth est pratiquement vide, et à ce moment-là, s'enclenche une nouvelle migration, mais qui vient de la montagne libanaise. C'est-à-dire Asroun, Azoun, ce sont des villages qui sont dans la montagne libanaise et ce sont des paysans qui partent. Des paysans comme les Bichara, comme les Sarkis, comme les Debs, etc. Ils sont tous, une grande partie des Libanais qui sont chrétiens maronites partent de ces villages qui se sont vidés. Actuellement, il n'y a presque plus personne dans ces villages. Parce qu'ils sont tous partis. Alors, une partie, comme je ne vous ai pas cité quelques noms, Bichara, Sarkis, Debs, etc., sont arrivés. Et ils ont commencé comme colporteurs. Il y avait un créneau, c'était les tissus, etc. Donc ils ont été comme colporteurs. Et puis ensuite, d'autres sont arrivés, la famille, etc. Et pratiquement tous les villages sont arrivés et ils se sont installés d'abord comme colporteurs, puis ensuite ils ont loué des magasins, etc. Et ce sont les descendants que vous connaissez,
hein, qui sont maintenant, qui ont pignon sur rue, qui ne sont pas seulement commerçants, puisque vous avez Atala qui est docteur, vous avez des fonctionnaires, vous avez des Guadeloupéens comme les autres, quoi. Donc, alors, il y a eu une autre migration qui s'est faite au milieu du 19e siècle, entre 1834-35, et là, il y a eu plus de Syriens. Et les Syriens, ils étaient de religion grecque orthodoxe. Donc, ils sont arrivés, mais ils sont arrivés d'Haïti ou de Saint-Domingue, parce qu'à cette époque, il y avait donc des problèmes. Trujillo a été renversé, les Américains étaient partis d'Haïti, et donc apparemment, entre guillemets, ce qu'on appelait les Arabes, puisque ce sont des Arabes en définitive, donc qui ont été l'objet de pogroms et autres, sont partis et sont venus en Guadeloupe ou en Martinique parce qu'ils étaient protégés français. C'est-à-dire que comme après la Première Guerre mondiale, la Syrie et le Liban ont été donnés en mandat à la France, ils étaient protégés français, c'est-à-dire qu'ils avaient les mêmes droits que les citoyens français, sauf le droit de vote. Et ce qui fait qu'ils sont venus donc en Guadeloupe, et c'est à ce moment-là que beaucoup de Syriens sont arrivés. Également, ils sont arrivés des îles anglaises où ils étaient mal vus, etc. Et ce qui fait que la communauté, si vous voulez, s'est agrandie. Alors, je vais passer sur les détails, et après la Seconde Guerre mondiale, donc il a fallu choisir, et en définitive, comme ils n'étaient plus protégés français, puisque le Liban et la Syrie étaient indépendantes, beaucoup qui étaient nés ici, comme les Sarkis, ils étaient à la 3e ou 4e génération, qui étaient nés ici, ils étaient français de droit, et donc ils ont pris la nationalité française. Voilà. Alors il nous manque les Italiens, voilà, c'est les derniers, non, les avant-derniers. Alors les Italiens, alors l'émigration italienne, vous connaissez Petreluzzi naturellement, mais Petreluzzi, c'est particulier. Les Petreluzzi sont arrivés, ils étaient de Bologne, ils avaient un bateau et ils venaient chercher le sucre. Et donc le premier Petreluzzi s'est arrêté ici. Paraît-il qu'il était venu pour chercher du sucre. Il a rencontré quelqu'un, une femme dont il est tombé amoureux. Il est retourné et il est revenu et s'est installé ici. Et donc c'est l'ancêtre des Petreluzzi, Mario, etc. Et donc, et qui a été également le consul d'Italie. Mais la plus grande partie des Italiens viennent d'un petit village qui s'appelle Castelnuovo di Conza. Les dits Domenico, les dits Venetullo, etc., viennent tous de ce même village, de Castelnuovo di Conza, qui est un village qui se trouve, vous voyez, dans l'arrière-pays de Naples. Alors, le voilà, ce village, vous voyez à quoi il ressemble, un peu comme Azoun et Bazoun pour les Libanais, c'est vidé en définitive. Et donc, et là, vous avez une famille, la famille di Domenico, hein, qui vient de cette région. Alors, on m'a dit, quelqu'un qui est né en Guadeloupe, mais qui est retourné dans le village, ses parents sont retournés, et puis quand il était adulte, il est revenu. Donc, il s'est marié d'ailleurs avec quelqu'un qui était fille d'un Syrien marié avec une Guadeloupéenne métisse. Vous voyez, donc le mélange un peu. Et alors, il me disait que dans ce village, quand les adultes ne veulent pas que les enfants comprennent, ils parlent créole. Vous voyez, parce que beaucoup de ceux qui vivent dans ce village sont passés par les Antilles et sont retournés. Donc, ils parlent italien et ils parlent créole également pour les plus vieux, quoi. Voilà. Donc, alors, leur problème, quand ils sont arrivés, il y avait un créneau, c'était le commerce de l'or. Donc, ils se sont spécialisés dans le commerce de l'or. Ils échangeaient l'or ancien contre de l'or nouveau, etc. Et au début, pour la Première Guerre mondiale, ça n'a pas posé de problème puisque l'Italie était avec la France. Mais pour la Seconde Guerre mondiale, avant la Seconde Guerre mondiale, il y avait un gouverneur qui était Pierre Alippe, qui était particulièrement xénophobe, pour ne pas dire raciste, et qui en voulait spécialement aux Syriens et aux Libanais, puisqu'il avait été gouverneur de Syrie et de Syrie et du Liban, et donc il disait qu'il les connaissait très bien, etc. Bon, donc, et il en avait également après les Italiens, et il a fait passer des arrêtés interdisant aux étrangers de faire le commerce de l'or, de faire la banque naturellement, l'assurance, etc., pour les exclure du tissu économique. Voilà, alors on va terminer ici, mais
dans cette exposition, à l'époque, j'ai oublié une immigration, et c'est Raymond Boutin qui me dit tu en as oublié quelques-uns. Et qui j'ai oublié? J'ai oublié ceux qui viennent des îles anglaises. Et effectivement, parce qu'il y a une émigration qui se fait également. Et d'ailleurs, pour nous qui sommes dans la région de Basse-Terre, on sait très bien que ceux qui venaient couper la canne à Bologne, jusqu'aux années 60, ils venaient d'Antigues. Hein, ils venaient, ils allaient, venaient. Mais certains restaient. Alors, entre-temps, naturellement, j'ai repris le boulot et j'ai fait le travail sur les Anglais, enfin sur les Britanniques. Et effectivement, ils étaient assez nombreux. Ils venaient de toutes les îles britanniques, y compris de Guyana, où beaucoup venaient de Guyana. Et parmi eux également, il y avait 2 pasteurs pour les encadrer, des pasteurs méthodistes, un à Basse-Terre, un à Pointe-à-Pitre. Vous voyez? Et donc, nous avons donc des gens qui venaient donc de toutes ces îles anglaises. Alors, certains repartaient, mais beaucoup se sont installés sur place, se sont mariés, ont fait leur vie et se sont eux-mêmes intégrés dans la population. Voilà, donc, bon, j'ai fait un ouvrage qui n'est pas publié parce que je fais autre chose et j'oublie de m'occuper de mes affaires. Mais enfin, bon, ça sera sans doute publié. Je ne sais pas, peut-être que le Conseil général, l'ouvrage est fait, mais il est dans mon tiroir, hein, depuis des années. Effectivement, on pourrait continuer. Parce qu'on sait très bien qu'il y a des Dominiquais qui viennent, qui s'installent, qu'il y a des Haïtiens, alors qu'avant c'est les Guadeloupéens qui allaient à Haïti, maintenant ce sont les Haïtiens qui viennent. Et tout ça nous permet de voir comment la Guadeloupe est un pays, un melting pot en définitive. Et quand je vois certains racismes, notamment concernant les Haïtiens ou concernant les Dominiquais, effectivement, il y a quand même, il faut savoir que la population guadeloupéenne est une population métissée, ou qui est métissée par des apports qui viennent du monde entier. D'ailleurs, le document, la carte que l'on a là-bas, donc, elle montre que ça vient de partout. Ça vient d'Asie, ça vient d'Afrique, ça vient d'Europe, ça vient de partout. Voilà. Et toute cette population, progressivement, soit a appris le français. Bon, la religion a fait beaucoup pour l'intégration, puisque jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, c'était la religion catholique qui était dominante, avec des poussées dans le protestantisme, dans le méthodisme pour Saint-Martin, etc. Et puis également le créole, et puis le vivre ensemble. Et n'oublions pas également que si la Guadeloupe est une terre d'immigration, elle a été aussi une terre d'émigration, puisque beaucoup de Guadeloupéens sont partis à travers le monde. Et même maintenant, j'ai des élèves qui travaillent en Russie, d'autres, j'en ai un en Chine, un au Japon, et donc beaucoup de Guadeloupéens sont à travers le monde, sans parler du Bumidum et de la région parisienne, qui est la première ville antillaise, Paris est la première ville antillaise, par l'émigration. Voilà, donc je vous remercie de votre attention, et si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. Merci. Rogers. Oui.